to say. Come on! Royal FM 88.4, la radio des auditeurs. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le philosophe Platon disait ces mots pleins de sens: la justice de l'intelligence et la sagesse. Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste milieu. Une citation qui pousse à la réflexion et nous fait savoir que pour un homme sage, les choses ne sont ni totalement blanches, ni totalement noires. Et il faut voir dans chaque situation une opportunité de tirer des leçons, une occasion d'apprendre, une possibilité de mûrissement. Il paraît que les situations et cadres heureux ne nous poussent pas à la hauteur de nos capacités d'adaptation. Et pourtant, les situations les plus extrêmes, les plus inédites, les plus contraignantes nous amènent à nous dépasser, à performer, même au-delà de nos attentes. Un sage parle peu, écoute plus et ne donne son avis qu'après avoir fait l'ensemble des contours d'une même et une question. La sagesse perçue comme une justice de l'intelligence au sens de Platon nous sert de tremplin à cette nouvelle édition du Point littéraire qui nous donnera l'opportunité de recevoir un auteur et son roman. Un texte qu'on aura l'occasion de découvrir dans quelques minutes. N'oublions pas le credo habituel. La finalité de notre démarche est de nous vous amener à avoir chacun et à tout moment avec vous un livre dans votre sac, dans votre véhicule, dans notre chambre, bref, le plus possible et régulièrement, un livre à notre portée pour regarder par la fenêtre de chaque auteur et regarder le monde à travers leur regard. Bonsoir, bonjour et bienvenue. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite, jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Ce soir, nous recevons Edouard Ewungi. Notre auteur est cinéaste, photographe et littéraire. Edouard Ewungi est né à Kribi en 1979. Issu d'une modeste famille, il passe toute son enfance dans le village de Mpolongwe,
Grand voyageur, il décrit et valorise toute la beauté des paysages reculés du Cameroun dans ses ouvrages. Il a publié une nouvelle à succès, La Maison de Soufi, et 2 romans, La Légende de l'homme forêt, puis La Montagne. Marié et père de famille, il travaille actuellement au Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, le FECOM. Edouard Eoungé nous présente ce soir son ouvrage qui est un roman et qui a pour titre Batanga. Le livre parle d'une histoire d'amour et même d'histoire aussi. Tenez, tout commence en mai 1996. Une vieille boîte remontée d'un filet de pêche réveille chez une centaine de Batanga d'étranges souvenirs. D'abord en 1914 à Kribi, notamment elle a vécu les exactions des soldats allemands sur les indigènes Batanga. Entre les ennuyeuses soirées mondaines au palais, son honteux mariage avec le capitaine Joseph von der Vongerwind, je crois que je vais me corriger tout à l'heure. Puis il y a eu la Grande Guerre et la libération de la ville par les Anglais et les Français. La déportation pour échapper à la barbarie allemande. L'exil à Victoria. Mais Bintou, puisqu'il s'agit d'elle, c'est l'histoire de la dame, a éternellement aimé un homme et elle attendra toute sa vie. La fin est heureuse, heureusement. Batanga, le roman de Edouard Eoungé, s'étend sur 311 pages. L'ouvrage publié aux éditions de Midi cette année 2020 a 5 parties. La première a pour titre Les gardiens du patrimoine. Il possède 12 chapitres. La deuxième partie a pour titre Lan If Wop Hop. Il contient 3 chapitres. La troisième partie s'intitule La déportation et a 5 chapitres. La quatrième et avant-dernière partie s'intitule L'exil et a 4 chapitres. Enfin, la dernière partie, la 5e, a pour titre L'évasion et a 2 chapitres. Autre articulation de l'ouvrage, la note de l'auteur, la proclamation allemande aux populations des Bolova et Kribi, une introduction et une postface. Batanga. Edouard Eoungé, bonsoir et bienvenue à Royal FM. Bonsoir Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous accueillir ici à Yaoundé d'abord parce que vous venez de très loin et donc vous êtes venu à notre rencontre. Tout à fait. Vous venez de la ville de Douala. Comment Douala se porte en ce temps de Covid-19? C'est vraiment difficile, hein. Difficile. Vous savez que l'État a mis en place des mesures barrières qu'il faut absolument respecter. Tout à fait. Oui, mais je pense que... Allez-y. Je pense quand même que les uns et les autres font des efforts pour porter les masques, se laver les mains. Oui, parfaitement. Il faut le faire surtout pour préserver sa santé et la santé de ceux qui nous entourent, la famille, les proches. C'est très important. Il ne faudrait pas que la contamination passe par nous. Alors, l'auteur Edouard Eoungé, en cette période, que faites-vous principalement? Là, je suis en congé. Je travaille au fait, comme vous l'avez déjà dit. Oui. Donc, je suis actuellement à Yaoundé pour faire la promotion de mon roman. Oui, votre tout dernier bébé qui est arrivé il y a quelques... Mon 3e roman. Oui, 3e roman. Oui. Alors, lorsqu'on arrive à 3 romans, on se dit on est sur la bonne voie ou on a encore beaucoup à offrir? On a encore beaucoup à offrir. Je pense qu'un bon romancier doit toujours aller de l'avant. Il ne faut jamais regarder le derrière. Il faut penser à écrire, à trouver de nouvelles histoires pour raconter. Oui, parfaitement. Alors, Edouard Eoungé est décidément un homme de culture très pointilleux. Vous êtes cinéaste, vous êtes photographe, vous êtes également littéraire. Comment on arrive à agencer toutes ces casquettes sans courir le risque soit de se casser le visage? Comment est-ce qu'on arrive à s'imposer dans le monde de la culture avec autant de branches sur lesquelles on est accroché? Alors moi, j'ai été amoureux du cinéma toute ma vie. Je pense que j'ai passé toute mon adolescence ici à Yaoundé. Et j'écumais tous les salles de cinéma de la capitale.
Capitole, la Bia, le Fébé, le Jongolo à l'époque, j'étais encore enfant. Et ça m'a quand même donné envie de me lancer dans le domaine. Je suis monteur de profession, puisque j'ai un diplôme en montage audiovisuel. Et ça m'a permis de mieux capitaliser ces acquis-là. Oui. Alors au niveau de mon entreprise, j'ai l'habitude souvent de faire quelques petits films que je monte moi-même, que je projette en salle. Et c'est souvent très convivial. Bon, la photographie, je suis plutôt photographe amateur. Photographe amateur. J'ai acheté un appareil et de temps en temps, je m'amuse un peu à prendre des photos. Et moi, je suis en déplacement dans les voyages, je prends des photos avec des... Vous immortalisez qui ont été au cadre postal en fait. C'est un peu comme des souvenirs pour moi. Oui. Bon, la littérature... Comment est-ce que vous faites pour arriver dans ce monde-là, peut-être Alors la littérature, j'ai aimé la littérature un peu comme le cinéma. Oui. J'ai fait des... En 2011, je me suis inscrit à l'université de Douala, à faculté des lettres. J'ai fait des études de français, des études francophones. Oui. Alors j'ai obtenu une licence en littérature en 2014. Et ça m'a vraiment permis de m'y appréhender les contours pour écrire un ouvrage. Oui, parfaitement. Alors avant d'arriver au dernier roman, vous avez commencé par publier des nouvelles à succès, La Maison de Sophie. J'imagine bien que c'était la première parution. Vous avez écrit bien avant, mais c'est le premier texte que vous proposiez au grand public. Alors, pour vous, cette nouvelle, comment l'expérience a été? C'était une première fois. Cette première fois était comment? Alors, je suis employé du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale de FECOM, vous l'avez dit. Et la vision de notre entreprise est de faire les CTD un endroit où il faut un bon vivre. Oui. Et je pense aujourd'hui que toutes les communes du Cameroun, de par la contribution du FECOM, ont bénéficié des financements dans ce sens pour développer leur commune effectivement. Donc en 2017, le directeur général du FECOM, M. Philippe Kamiako, a lancé un concours littéraire dont le thème était « Raconte-moi l'entreprise ». Alors ce concours littéraire avait pour but de mieux faire connaître l'entreprise, non seulement à son personnel, mais aussi à nos partenaires au développement. Tout à fait. Et également aux clients externes qui sont les maires. Alors, on avait lancé un concours, je l'ai déjà dit, et il y a eu beaucoup de participation. Oui. Alors, j'ai écrit une nouvelle qui s'intitule La Maison de Sophie. Oui. Un drame psychologique qui se déroulait dans l'arrondissement de Douala 6e, précisément à Manouka. Oui. Alors, c'était un peu une histoire d'une dame qui décède et qui ressuscite. Mais bien sûr, ce n'était pas un fantôme. C'était dans le coma. Alors, c'est une histoire vraiment qui a plu à l'unanimité tout le monde au FECOM. Oui. Et le jury m'a attribué une note de 19 sur 20 pour cette histoire. Mais c'est une histoire qui mettait surtout en avant l'apport du FECOM dans le développement des communes, notamment la construction des forages dans l'arrondissement. Et c'était ça le but, en fait, de ce concours-là. Donc, le prix m'a été officiellement remis en juillet 2017 par le directeur général du FECOM. Et vous avez pensé qu'au-delà du concours, il fallait faire connaître le livre Ça a été un déclic. Ça a été un déclic, cette nouvelle-là. Ça a été un déclic pour moi. Alors, je me suis directement remis à l'écriture. Oui. Et là, 2 romans. La légende de l'homme-forêt, et puis plus tard La montagne. La légende de l'homme-forêt. Alors, la légende de l'homme-forêt, c'est un peu comme un roman autobiographique. Je me reconnais dans ce roman-là, où je me rappelle... Je crois en 1992, j'ai accompagné ma mère dans le village de Bissian. C'est une localité près de Bipindi à Kribi, dans le département de l'Océan. Tout à fait. Alors un jour, donc, en me rendant à Kribi par bus, je passais dans la forêt, je me suis remémoré ces souvenirs-là. Je me suis dit, tiens, je m'appelle qu'un jour, lorsque je suis enfant, ma mère et moi, on a fait un voyage de mon village jusqu'à Bissian pour aller rendre visite à une grand-mère qui était malade. Alors, le même jour, lorsque je suis arrivé à mon village, j'ai sorti mon ordinateur portable, j'ai recommencé à raconter cette histoire. Je l'ai écrite en 3 semaines. En 3 semaines? Oui, 3 semaines. À peu près combien de pages? C'est environ 100... Non, c'est environ 89 pages. 89 pages. Oui. Alors, je l'ai envoyé aux éditions Aphrodite. Ils l'ont vraiment apprécié. Une semaine après, ils m'ont appelé pour me dire qu'il a publié. Et ça a été vraiment un grand soulagement pour moi. Oui.
Et après, La Montagne est venue toujours à Fredit ou avec un nouvel auteur, une nouvelle maison d'édition. Oui, Ifriqiya. Ifriqiya, cette fois-là. Ifriqiya qui avait édité La Maison de Sophie la Nouvelle. Et je tiens à remercier d'ailleurs M. Jean-Claude Aono, l'éditeur général, qui m'a donné la possibilité de publier également ce très beau roman. Oui, La Montagne. Ce roman qui a été proposé au prix des 5 continents. Donc le livre est disponible partout, on peut le consulter, La Montagne. Oui, La Montagne est disponible aux éditions Clés, à la librairie Clés et Peuple Noir. Alors aujourd'hui, vous êtes à nouveau présent sur la scène avec ce livre Batanga. Batanga, avec cette photo d'une dame en première de couverture. Déjà le choix des couleurs, c'était l'éditeur et c'était vous? On a fait le choix des couleurs ensemble. Alors, mais j'ai pratiquement fait le choix des couleurs, surtout pour la dame. Oui. Assise à la plage, avec l'air un peu anxieuse, au bord de l'océan de la plage, le sable blanche. Oui. Une signification ou un symbole particulier autour de cette première de couverture? Un symbole parce que Batanga, c'est d'abord une symbolique pour tous les Batangas, pour ce groupe ethnique qui vit le long de la côte camerounaise, précisément à Kribi. Alors les Batangas se reconnaissent justement au niveau de la mer et de la plage. Alors lorsque une femme est assise comme ça, on comprend parfaitement que ce roman-là met en valeur ces amours-là de cette tribu. Alors à lire le titre Batanga, on se serait, ou alors on peut penser qu'il s'agit d'un livre pour parler d'un groupe ethnique bien précis. Oui. Est-ce qu'il est essentiellement question de ça? De quoi est-ce que parle fondamentalement le livre que vous présentez aujourd'hui? Alors j'ai essayé plusieurs titres. Vraiment j'ai essayé plusieurs titres, mais à la fin je me suis rendu compte que c'est le titre qu'il fallait. Alors Batanga, c'est déjà une histoire d'amour, une grande histoire d'amour telle que nous l'ont habitué les fresques historiques, entre une homme du village de Mbouamanga. Parce qu'il faut savoir que les Batangas sont divisés en plusieurs sous-tribus. Donc il y a les Banor, les Bapou, les Batanga Banda. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille de Mbouamanga, une Banor, qui rencontre un jeune garçon Bapou. Donc il tombe éperdument amoureux. Mais au milieu se dresse un capitaine allemand qui désire également épouser la jeune fille, mais que la jeune fille n'aime pas. Oui, il faut peut-être dire qu'elle a rencontré le capitaine allemand bien avant d'avoir rencontré son... Tout à fait. Oui, son bien-aimé. Oui, tout à fait. Une belle histoire qui se peaufine à l'horizon et nourrit dès les premières pages l'espoir de voir une véritable union. Alors, pour celui qui n'a pas lu et qui aimerait avoir le fin mot autour d'une histoire, est-ce que l'histoire que vous racontez aujourd'hui dans le livre Batanga est une histoire vécue, est votre histoire, est l'histoire d'un contemporain? Est-ce que c'est une histoire qui aurait des personnes physiques vraies, ou alors c'est simplement un roman, une fiction? Alors dans ce roman, il y a deux histoires qui se rencontrent et se superposent. Il y a la fiction autour de l'amour de cette jeune fille et de ce jeune homme, se rencontrent et s'aiment. Mais cette histoire est tirée d'un fait historique qui a eu lieu à Kribi pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il faut savoir que lorsque la Première Guerre mondiale éclate à Kribi, les Allemands sont maîtres du district de Kribi, comme ils le sont d'ailleurs dans tout le Cameroun à l'époque. Tout à fait. Alors, le 23 novembre 1914, le commandement militaire est basé à Douala, presque l'occupation de Kribi. Alors, des bateaux français, anglais et les troupes venues du Nigeria et les tireurs sénégalais vont être jetés dans l'horreur. Donc, pendant pratiquement une semaine, Kribi sera bombardé, mitraillé. Oui. Et le 1er décembre 1914, les troupes françaises et anglaises réussissent effectivement à déloger les militaires allemands de la ville. Donc la ville est libérée des militaires allemands. Oui. Et les indigènes qui se trouvaient justement dans la ville sont heureux d'accueillir les militaires français et anglais. Vous voyez un peu. Alors, les militaires français et anglais s'installent dans la ville. La vie reprend peu à peu, malgré les tirs sporadiques de quelques Allemands isolés. Mais curieusement, le 24 février 1915, donc pratiquement 3 mois après le départ prématuré des Allemands, le commandement militaire intercède
où j'ai plutôt envie de dire, reçoit un radiogramme allemand qui donne rendez-vous à 3 de leurs croiseurs sur l'équateur. Oui. Donc, le commandement militaire comprend donc une attaque par mer est possible sur les côtes du Cameroun. Ils en déduisent automatiquement que c'est Kribi. Oui. Oui. Alors, face à la hantise des indigènes de l'époque, très nombreux, puisque certains sont venus de Ebolova, Samelima, et Lolodov, oui. Ces Indiens qui avaient la hantise de revoir les Allemands revenus conquérir la ville pour les tuer tous. Ils vont faire la pression les militaires français basés à Kribi de les évacuer rapidement de ce point. Alors, jusqu'au 25 février au matin, le commandement militaire a pensé peut-être que ces 3 croiseurs dont ils avaient réussi à avoir le radiogramme ne venaient peut-être pas à Kribi. Mais le 25 au soir, malheureusement, la situation se précise. Ces 3 croiseurs ont pris la direction des côtes camerounaises. Alors, il y a 2 choses que le commandement militaire se pose. Est-ce qu'il faut engager les hostilités avec les troupes stationnées à Kribi et la présence des Indiens face aux militaires allemands? Ou est-ce qu'il faut évacuer les troupes et les indigènes et laisser les Allemands redevenir maîtres de Kribi? C'est cette deuxième hypothèse qui sera retenue. Alors, le commandement militaire va décider donc d'évacuer la ville avec les indigènes et tout le matériel de guerre présent à Kribi. Mais seulement, cette évacuation va se faire dans un désordre pas possible. Puisqu'il y avait environ 13 000 personnes qu'il fallait évacuer en urgence dans les 3 jours, et il n'y avait que 3 bateaux. Le Hans Weymann, que les Français avaient raison aux Allemands, il y avait le Bouma, et il y avait un prestigieux navire de guerre français, le Potio, donc un cuirassé. Alors, cette évacuation s'est faite sur la plage du phare à Kribi. Si vous connaissez bien Kribi, pour ceux qui ont l'habitude d'aller à Kribi, vous voyez même qu'il y a une plaque commémorative qu'on a conçue là. Cette évacuation s'est donc faite sur la plage du phare. Et a remarqué que pratiquement tous les 3 bateaux étaient pleins et que beaucoup n'auraient pas de place. Certains Indiens se sont jetés à l'eau pour aller rejoindre la nage ces navires-là. Malheureusement pour eux, et ça c'est un fait historique que toutes les sources orales ont raconté, il y a des barracudas et des requins qui sont sortis dans une nuit, plus que ça se passait la nuit, qui sont sortis dans une nuit comme ça, où personne ne s'est rendu compte, pour se jeter sur ces malheureux. Beaucoup ont été déchiquetés, beaucoup ont été avalés. Et le lendemain, il y a des dizaines de corps qui ont été rejetés par l'océan. Alors, lorsque ces 3 bateaux ont réussi à quitter en urgence Kribi, ces 3 bateaux ont d'abord fait escale à Manoka, temporairement, avant donc de faire définitivement escale à Victoria. Étant donné qu'à l'époque, les Allemands avaient conçu des grandes plantations autour du Mont Cameroun, et qu'à cause de la guerre, beaucoup d'ouvriers étaient partis, il fallait justement réaffecter des ouvriers dans ces plantations, seulement pour faire revivre le commerce. Alors les battants qui sont donc arrivés à Victoria vont être affectés dans diverses plantations autour du Mont Cameroun. Bimbia, Mabeta, Miselele, Bibunde, Tiko, Bouya. Ou Tengene même. Oui, ils travaillaient dans des conditions assez drastiques, puisque c'était même de l'esclavage. Ils ne recevaient pas d'argent, ils étaient obligés de travailler là pour survivre. Alors, pendant ce temps, les Allemands sont redevenus maîtres de Kribi, puisqu'il n'y a plus aucune troupe stationnée là-bas, les Indiens sont partis. Et tous les Indiens que les Allemands ont retrouvés à Kribi auraient été, que je préfère parler au conditionnel, auraient été massacrés. Effectivement. Et ça, c'est l'histoire qu'il raconte. C'est sous orale. Que je n'ai pas vu ça dans un écrit officiel. Alors, les Indiens qui sont donc arrivés à Victoria dans ce nouveau point d'ancrage, ont commencé à vivre là-bas. Beaucoup ont rencontré des femmes Bakweri, Bakossi, Coupé Maningouba. Ils sont installés, ils ont commencé à faire leur vie, ils ont eu des enfants. Alors, 1er janvier 1916, c'est la reddition allemande au Cameroun. Donc la guerre prend officiellement fin, même si le capitaine von Raben continue toujours à combattre à Moura, dans le nord Cameroun. Mais lorsque la reddition allemande est proclamée, les Alliés comprennent parfaitement que les battants n'en ont plus le droit de rester à Victoria et que Kribi est vide. Il faut donc il faut regagner leur terre. Tout à fait. Et c'est ce qui va se faire. Mais ce retour se fera en 2 vagues. La première sera le 14 février 1916
pour la sous-tribu Bapoukou, et le 9 mai 1916 pour les Banon. Oui. Voilà. On se rend bien compte que le roman Batanga n'est pas que l'histoire d'un peuple qui est venu et parti, ou alors qui a connu les frasques du contact avec le blanc, pour le dire ainsi, que ce soit d'abord l'Allemagne, la France, l'Angleterre un peu plus tard. C'est un livre qui est chargé, ou alors qui a une charge historique assez importante. Comment est-ce qu'on arrive à lier une histoire d'amour avec des faits historiques? Cela a été compliqué, cela a été difficile. Comment on fait pour rechercher les instruments nécessaires pour pouvoir écrire un livre comme celui-ci? Parce qu'il peut faire office de livre d'histoire. Parfaitement. Alors, je dois déjà dire que j'ai travaillé pendant 15 années sur ce livre. Oui, 15 années. 15 très longues années. Que ce soit le travail de recherche et d'écriture. Oui. Alors, j'ai commencé les recherches officiellement aux Archives nationales, juste là-haut. Oui. J'ai trouvé certains documents. Mais j'ai surtout trouvé des documents chez des particuliers à Kribi. Oui. Donc, les gens qui avaient des formats chez eux, écrits à travers une source orale, mais qui n'étaient pas des formats vraiment officiels. Oui. Alors, moi, je me suis dit, il me faut des documents palpables, probants, oui, pour vraiment développer mon histoire. Tout à fait. Alors, j'ai écrit à l'armée française, à travers le service historique de la défense et le musée de l'armée, puisque c'est eux qui étaient présents à Kribi pendant cette opération. Ils m'ont envoyé certaines photos et certains faits. Oui. Mais le clou de l'histoire a été lorsque j'ai fait la rencontre de monsieur Dakimboulek Bernard Clopé à son nom, tout à fait, qui m'a remis toute une documentation liée à cette histoire. Donc il y avait point par point, point de la déportation, des exactions et de l'envie des Batanga de quitter Kribi et de ne plus tomber entre les mains des Allemands. Oui. Alors c'est ce document-là qui m'ont permis vraiment de raconter la trame de ce roman. Sans ce document, je ne suis pas sûr que j'aurais écrit un livre aussi plein, un livre aussi vivant. Et c'est vrai qu'il est vivant. Il est également très documenté, des dates assez précises. Au-delà de faire les différentes recherches dans les lieux que vous venez de citer, on imagine bien qu'il y a également eu des sources qui vous ont parlé, qui ont échangé, des personnes qui auraient vécu effectivement l'histoire pour rendre davantage ce roman plus intéressant, plus vivant, comme vous venez de le dire. Vous avez rencontré des personnes J'ai rencontré des centaines de personnes. Et à un moment, je me suis dit, il fallait que je rencontre toutes les élites Batanga, et particulièrement les chefs des villages. Malheureusement, la plupart sont décédés aujourd'hui. Mais j'ai quand même été satisfait des faits qu'ils m'ont donnés. Oui. Alors, j'ai passé de très longues heures à travailler avec eux. Parfois, j'étais là avec mon microphone, j'enregistrais, je prenais des notes. Et ils ont été tous courtois. Ils m'ont raconté point par point ce que leurs ancêtres à eux leur avaient raconté à propos de cette histoire. Alors je pense que je leur suis reconnaissant. Alors il faut également dire que la trame de mon histoire ne se développe pas seulement à Kribi et à Bimbia. Vous voyez qu'il y a une partie qui va jusqu'à Bolova. Tout à fait. À Bolova, j'ai fait la connaissance de monsieur, de papa, dit que Joël Emmanuel, père également son nom, alors qui était un ancien militaire qui a fait la guerre d'Indochine de 1949 à 1951. Alors, c'était vraiment un monument vivant de l'histoire, non seulement des Bolova, mais même du Cameroun. On m'a justement parlé de ce qui s'est passé à Bolova avec ces grimaces, ces exactions que les Allemands ont fait sur les indigènes. Alors, je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment que nous sommes avec l'auteur Edouard Eoungé qui nous parle de son livre, son roman, qui a pour titre Batanga, un roman qui est sorti exactement le 7 août d'un Yadon. Quelques jours, c'est pour nous un privilège de le recevoir ce soir. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. La suite, c'est dans quelques minutes. On prend cet arrêt et puis on revient.
Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Comme chaque jeudi soir, elle est allée fouiller dans la grande bibliothèque de Royal FM pour dénicher le livre qui a su marquer l'histoire, que ce soit par un point de vue ou simplement par la posture de l'auteur. Eh bien, Annie-Lisette Ambassa signe le classique littéraire de ce soir. Annie-Lisette Ambassa, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Foucault. L'Avare est une comédie de Molière en 5 actes écrits en prose dont la scène se déroule à Paris. Harpagon est un bourgeois aisé. Il est père de 2 enfants devenus adultes, Cléante et Élise. Néanmoins, il possède une faille inévitable qui noircit la relation qu'il a avec ses enfants et même avec ses employés et les gens qui l'entourent. Harpagon est incroyablement avare. Chiche en amour, chiche en argent, chiche en émotion. Son avarice le rend méfiant et paranoïaque, au point où, lorsque sa cassette de 10 000 écus d'or, celle qu'il avait minutieusement enterrée dans son jardin, disparaît, il va même jusqu'à suspecter ses propres enfants d'avoir commis ce délit. Pris de colère, lorsqu'il découvre qu'Élise et Cléante lui cachent plusieurs secrets, notamment sur leurs amours, il fait usage de ruses et de pièges pour déceler la vérité. En fin de compte, son projet d'épouser Marianne, bien-aimée de Cléante, échoue et la seule consolation qui lui reste est de savoir qu'il a sa cassette de 10 000 écus d'or. Cette œuvre de Molière met en scène l'amour de l'argent, la tyrannie domestique et l'égoïsme. En grec, harpagon signifie rapidité ou avidité. Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, est né à Paris en janvier 1622. Son père était tapissier du roi. Il fait des études de droit pour devenir avocat, mais préfère finalement fonder sa propre troupe de théâtre, baptisée l'Illustre Théâtre, avec la comédienne Madeleine Béjart. C'est à ce moment qu'il prend le pseudonyme de Molière. Le métier d'acteur n'est pas un métier facile. En France, l'Église catholique reproche aux comédiens, comme aux prostituées, de vivre dans le mensonge et même d'empoisonner les âmes pour gagner leur vie. Les comédiens sont donc excommuniés, c'est-à-dire exclus de la religion catholique et n'ont donc pas le droit d'être enterrés. S'ils veulent être baptisés ou se marier, ils doivent renoncer à leur profession. En 1645, Molière est même emprisonné au Châtelet pour dette pendant quelques jours. C'est qu'un auteur au XVIIe siècle ne peut vivre de son métier sans avoir des protecteurs. Ce sont des grands seigneurs aimant les plaisirs, les fêtes et les spectacles. Durant sa vie, Molière en aura plusieurs, entre autres le duc d'Épernon, le prince de Conti et même le roi Louis XIV. Les difficultés financières de Molière l'amènent à quitter Paris et à partir en Provence de 1645 à 1658. La troupe qu'il rejoint donne des représentations en privé chez des grands seigneurs ou en public pendant les fêtes.
Merci d'écouter la radio. Merci également à Annie Lisette Ambassa qui nous a fait un classique littéraire aujourd'hui. Edouard Ehungi est avec nous. Il présente son roman, c'est le 3e du genre. Le titre, c'est Batanga. Est-ce que Edouard Ehungi a eu des auteurs qui l'ont inspiré? Pas forcément, hein, mais des auteurs qui vous ont parlé, qui vous ont à un certain moment poussé à l'écriture? Effectivement, un auteur a toujours quelqu'un qui l'a inspiré. Hein. Oui. Moi, j'ai été inspiré par le pauvre Ferdinand Oyono. Oui. Qui a produit une œuvre gigantesque dans les années 50 notamment. Parfaitement. Donc à travers lui, vous voyez déjà auteur, écrivain, du moins vous espériez écrire un jour un texte qui puisse être publié. Tout à fait, mais j'ai même été en 1995, alors que je suis au lycée de Biémassi, on a lancé un concours littéraire sur la meilleure histoire qu'on a triché en milieu scolaire. Et j'ai remporté la première histoire dans la ville de Yaoundé. Le prix m'avait été décerné au lycée de Clé. Ça veut dire que depuis le lycée, on voit déjà les traces de cette plume qui aujourd'hui est au bénéfice de la grande communauté. Alors, tout à l'heure, dans nos échanges, vous m'avez fait savoir que vous apportez à travers ce livre, vous essayez de combler un vide au niveau de l'histoire. L'histoire de Kribi, par exemple, la ville de Kribi. La relation que vous avez avec la ville de Kribi. Une très forte relation. Hein. Une très forte relation. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Il est bien vrai que j'ai fait mes études secondaires supérieures ailleurs. Mais j'ai gardé de très bonnes relations. Puisque j'y vais là-bas pratiquement tous les 2 semaines. Oui. Kribi, c'est donc un peu votre tout. Alors aujourd'hui, vous pensez à travers votre ouvrage avoir apporté un plus dans l'histoire d'abord de ce peuple Batanga et peut-être également apporter votre contribution en ce qui concerne la connaissance autour de la ville de Kribi, autour du vécu d'un peuple qui quelquefois, comme vous l'avez dit, n'est pas retrouvable sur la place publique en termes d'histoire à raconter. Parfaitement. Moi, ce qui me met mal à l'aise, c'est que cette histoire de la déportation, cette tragique et douloureuse histoire qui s'est passée en 1915, n'est répertoriée dans aucun manuel au Cameroun. J'ai fait de très nombreuses recherches pour retrouver exactement ce qui s'est passé à Kribi pendant la Première Guerre mondiale. Mais je n'ai pas eu de documents écrits officiellement qui concernent l'histoire de notre pays. Donc, comme je disais tout à l'heure, les documents que j'ai pu trouver ont été par des particuliers à Kribi. Et l'armée française m'a envoyé quand même certains documents, certaines photos. C'est ça qui est vraiment dommage. Pourtant, les gens vont tous les week-ends à Kribi. Ils passent le week-end là-bas, ils découvrent une belle ville en pleine éclosion. Une belle ville avec une centrale à gaz, un port en eau profonde, avec des plages qui font rêver. Mais très peu de gens connaissent que la tribu Batanga de Kribi a failli être décimée pendant la Première Guerre mondiale. Et que c'était une véritable catastrophe que les gens ont vécue pendant cette guerre. C'est vraiment ce qui est dommage. Et j'espère que vraiment qu'à travers ce roman, les gens vont mieux appréhender cette ville-là, ses habitants et cette histoire. Vous avez d'ailleurs prévu des dédicaces pour présenter le livre au grand public, au-delà de venir en parler à la radio. Il y a une dédicace qui est prévue à Kribi. Vous avez déjà déterminé une date ou la date est encore à déterminer? La date est encore à déterminer, mais je pense que la dédicace aura probablement lieu le 4 septembre. Le 4 septembre, oui. À Kribi. À Kribi. Pourquoi à Kribi et peut-être pas à Yaoundé? C'est symbolique à Kribi. Je crois que j'ai préféré commencer là parce que c'est symbolique. En plus, j'ai eu de nombreux coups de fil. Des gens qui m'ont dit qu'il faut que tu viennes à Kribi, présenter ton roman. Nous l'attendons à bras ouverts. Et donc, le 4 septembre, qui n'est plus très loin, il sera question de le présenter au grand public. Alors aujourd'hui, s'il faut classer votre roman, il s'agit d'un roman témoignage ou d'un roman historique. On peut classer ce roman dans quelle catégorie? Je ne sais pas si c'est dans la catégorie des mouvements littéraires français, peut-être comme le romantisme ou le symbolisme. Mais je pense que pour moi, c'est un roman mémoire. Oui. Parce que il mémoire tout ce qui s'est passé à Kribi pendant la Première Guerre mondiale. Un roman mémoire ou historique. Oui. Un roman mémoire ou historique. Oui. Et cette histoire d'amour vécue entre cette jeune fille et ce jeune homme en est la preuve. Oui. Puisque toute cette histoire est basée sur cette presse historique.
Il faut absolument lire le livre. Alors, l'écrivain que vous êtes, ça fait 3 romans, ça fait 2 nouvelles. Est-ce qu'il est facile d'être écrivain au Cameroun? Alors, c'est lorsque j'ai fait mes études littéraires que j'ai appris qu'il n'était pas du tout facile d'être littéraire au Cameroun. Parce que quand vous écrivez, il faut publier ce que vous écrivez. Tout à fait. Alors, vous vous rendez compte que jusqu'à la fin des années 80, il n'y avait que 2 maisons d'édition en Afrique noire francophone. Il y avait Présence, il y avait l'édition Clé ici à Yaoundé, et Présence africaine à Dakar. Présence africaine a publié de nombreux auteurs, et des grands auteurs de notre continent. Biago Diop, Cheikh Anta Diop, Saint-Ben Ousmane, le Posséda Senghor. Et les éditions Clé ont publié Henri Lopez, le Congolais, Fernand Lepo-Uno, Bernard Nanga, tous ces auteurs-là, Francis Bébé et autres. Alors, vous arrivez là, il faut vous faire une petite place. C'est pas évident. Mais alors, c'est pas évident. Pas du tout. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont pensé à ouvrir les maisons d'édition et qui nous donnent à tous notre chance de publier nos œuvres. Oui, il y a de plus en plus de maisons d'édition. Alors, pourquoi vous avez choisi aujourd'hui de vous faire publier par les éditions de Midi? C'est une jeune maison d'édition. Il y a quand même quelques mois qu'elle a vu le jour. Pourquoi avoir fait le choix des éditions de Midi? À cause du dynamisme de son directeur général, M. Eric Tofin Chonka. Alors, c'est un monsieur d'abord très bien, très accueillant, qui met en confiance l'auteur. Donc, vraiment, moi, je conseille à tout le monde, tous ceux qui veulent publier leurs œuvres, d'aller aux éditions de Midi. Mais je ne dis pas que les autres maisons d'édition ne sont pas bien. J'ai publié 2 ouvrages à Aphrodite. Ils sont vraiment sympas. J'ai publié un autre ouvrage à Efekia, par l'entretien M. Jean-Claude Aronon, un monsieur très bien d'ailleurs aussi. Donc aujourd'hui, trouver une maison d'édition, c'est plutôt une affaire plutôt acceptable, parce que bien avant, lorsqu'on avait des émissions, des maisons d'édition assez rares, pourquoi vous n'avez pas choisi par exemple d'aller vous faire publier à l'extérieur? Aujourd'hui, peut-être il faut penser à encourager l'initiative locale. Parfaitement. Moi, je pense qu'il faut d'abord se faire connaître dans son pays avant d'aller à l'extérieur. Vous publiez un roman dans votre pays, le roman marche, on en parle, et certainement que l'extérieur va vous faire les yeux doux. Mais vous ne pouvez pas vous lever un bon matin et envoyer votre manuscrit, et je suis même sûr qu'il ne sera pas publié. Donc, faites-vous d'abord publier dans vos propres maisons d'édition. Et c'est aussi pour donner de l'élan aux éditeurs qui arrivent. Il faut absolument essayer aussi les éditeurs qui sont là, présents. Alors aujourd'hui, votre livre est terminé. Est-ce que au regard de votre parcours, vous pouvez dire qu'il est conseillable aux jeunes auteurs de se lancer d'abord dans l'écriture, également dans le roman? Quel est le conseil qu'on donne à cette jeunesse qui veut véritablement s'intéresser à l'écriture? Quand je dis jeunesse surtout dans le monde de l'écriture, parce qu'on peut être un jeune auteur et pourtant d'un âge très avancé. Alors moi j'aime souvent paraphraser mes grands frères. Alors j'ai une affection par exemple pour M. Bassé Bakoube, le cinéaste, qui, je me rappelle, en 1997 disait lors d'une émission d'écran noir aux jeunes qui voulaient se lancer dans le cinéma: pour faire le cinéma, il faut croire et espérer. Et c'est la même chose que je dis aux jeunes qui veulent écrire. Il faut croire et espérer quand vous voulez vous lancer dans l'écriture. N'allez pas croire que seul le talent suffit. D'ailleurs que pour moi, même le talent, ça ne veut rien dire. Il n'y a que le travail qui paye. Il faut plus de travail, même si on est dans là-dessus. Alors, quand vous dites que je n'avais pas travaillé 15 ans sur un roman, certains m'ont dit que c'est fou. Mais pourtant, c'est archive, Ça veut dire qu'en plus du travail, il faut beaucoup de patience. Tout à fait. Vous faites un long travail de recherche. Vous acceptez même que les gens relisent vos textes. Et même qu'ils assassinent vos textes. Parce que moi, je me rappelle, et c'est une anecdote, j'ai envoyé un jour un de mes manuscrits dans une maison d'édition très réputée ici au Cameroun. Alors, comme ils ont un comité de lecture, alors l'un d'eux a quand même écrit: ce monsieur ne mérite même jamais d'écrire un livre. Il n'a même pas le niveau du CM2. Et moi, ça m'a fait j'ai passé un an, je n'ai pas écrit. Je n'ai même pas écrit un seul mot. Mais après un bon bout de temps, je me suis dit, mais tiens, au contraire, ça m'a plutôt fait du bien. En fait, ce monsieur me conseille plutôt de redoubler l'effort et d'aller de l'avant. Donc il n'y avait peut-être pas de méchanceté. Oui, il y avait de la méchanceté, mais cela vous a permis quand même
de davantage travailler, de davantage chercher. Et aujourd'hui, vous êtes bien loin. Je suis sûr que peut-être si l'intéressé en question revoyait votre livre aujourd'hui, il se poserait beaucoup de questions. Et je suis sûr qu'il va me le revoir parce que c'est ce livre aussi. C'est ce livre qui parlait. De ce livre en question. Tout à fait. Et aujourd'hui, le livre est publié. Vous avez apporté suffisamment beaucoup de modifications par rapport à ce que vous avez dit? Énormément. J'y ai énormément au travail. J'ai même donné la primeur à certains de mes enseignants. Oui. Ceux qui ont quand même vécu en littérature, m'a apporté des modifications, de corriger le style, un peu la syntaxe. Et c'est très important. Oui. C'est de se faire lire. Oui, parfaitement. Alors aujourd'hui, après Batanga, c'est vrai que Batanga vient d'arriver, mais on imagine que vous êtes déjà en laboratoire pour préparer d'autres textes, ou alors vous avez d'abord décidé de vous consacrer sur ce livre. Bon, pour l'instant, je me consacre sur ce livre. Mais j'ai également, vous savez que je suis également cinéaste. Tout à fait. Vous l'avez dit, donc je viens de terminer un scénario. Je pense que je vais peut-être travailler un film et penser à écrire notre roman après. Alors le livre est donc disponible, il est déjà en librairie, on l'imagine bien. Bon, c'est vrai que c'est le travail souvent de l'éditeur, mais on vous permet également d'informer ceux qui nous écoutent. C'est possible de l'avoir à Yaoundé et à Douala? Bien, à Douala, il se trouve au niveau de Messapé, juste à l'entrée de Touristique Express. À Yaoundé, on peut le trouver ici dans le librairie, les librairies clés, le peuple noir. Oui. Également. Au prix de 10 000 francs. Oh, oui, oui. Vous savez, nous ici, on a l'habitude de dire que un livre n'a pas de prix au regard des richesses que ce dernier contient, généralement. Et il y a une belle histoire qui est racontée. Il y a également des faits historiques qui sont relatés, des éléments qui échappent majoritairement à beaucoup. Il est important d'être fixé sur les origines des peuples, les migrations, sur les différents mouvements. Au niveau des villes, tout le monde va à Tribi, ne sait pas ce qui s'est réellement passé de ce côté-là, ne sait pas l'histoire autour des peuples Batanga. Et donc, il faut absolument lire le dit ouvrage, comme on l'a dit, qui est disponible partout. Alors, si vous êtes en face présentement de quelqu'un qui est assez hésitant, qui est en librairie et veut s'acheter un livre, pourquoi vous allez conseiller à la personne, au potentiel lecteur, le livre Batanga, votre roman? Je vais dire au potentiel lecteur de prendre le risque de le lire, simplement. Prendre le risque de le lire? Oui. Et en lui disant que c'est un livre énormément riche, une très belle histoire d'amour, avec des faits historiques marquants. Et vraiment, c'est un livre qui est fait pour être lu. Une belle histoire d'amour, une histoire de famille également, vous vous rendez compte, deux personnes qui se séparent au cœur de la Première Guerre mondiale en 1916 et qui se retrouvent en 1996, 81 ans après. Oui. Oui. Déjà à un âge très avancé. Ils sont là centenaires. Oui. C'est une belle histoire. À l'intérieur, on se rend bien compte que l'homme avait perdu sa mémoire, il était amnésique, mais peut la retrouver le jour où il a retrouvé sa bien-aimée. Oui. Il se retrouve avec sa bien-aimée. C'est pas idéaliste? moi, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver, surtout quand on a éternellement aimé. Comme je disais ce matin, les victoires éternelles sont celles du cœur. Alors lorsque vous aimez perdument, vous êtes sûr que vous pouvez soulever les montagnes. Rien ne peut vous arriver, vous êtes immortel en fait. L'amour idéal, on idéalise véritablement sur ce sentiment, et je crois qu'il faut qu'on retourne à l'amour vrai pour cultiver également de la tolérance, parce qu'on vit un moment assez difficile sur le plan de la tolérance. Les gens sont devenus extrêmement méchants, mauvais, s'il faut le dire ainsi. Alors, Edouard Eungé, l'auteur de Batanga, au-delà d'écrire et au-delà d'aller au travail, comment vous trouvez votre inspiration? Est-ce que c'est en allant jouer au 2-0? Est-ce que c'est la nuit lorsque tout le monde est couché? À quel moment vous sentez-vous le plus inspiré pour pouvoir écrire? Dans la nuit. Dans la nuit, quand tout le monde... Oui. Parfois, je me réveille à 1h du matin, j'écris jusqu'à 5h. Et là, je suis obligé de faire rapidement ma toilette pour aller au travail. Mais on n'est pas fatigué le matin? Non, pas du tout. Mais je pense que l'inspiration pour un écrivain, il la trouve partout. Il peut la trouver sur un fruit dans un étal. Oui. Il peut la trouver sur un poisson, peut-être dans un marché. Il peut me la trouver sur une jeune femme
qui traverse la rue. Oui. Oui, tout à fait. À ce moment-là, il y a un déclic et puis vous imaginez un texte. Alors, en tant qu'un homme marié, vous vous levez très tard dans la nuit pour écrire. Est-ce que cela n'a pas à un certain moment causé des soucis avec madame qui pourrait se plaindre que elle est désormais dans un mariage avec une coépouse qui est l'écriture? Non, pas du tout. Je pense d'ailleurs que ma femme, que j'embrasse chaleureusement, elle me voit quand j'écris. Oui. Elle m'encourage d'ailleurs dans ce sens. Elle sait que ce n'est pas un travail facile. C'est un travail de longue haleine. Oui. Et vraiment, je lui dis merci pour tout. Un travail qui demande des encouragements, qui demande également de la patience. Tout à fait. Alors les enfants également sont fiers de papa qui écrit des livres. Oui, j'ai écrit le premier livre que j'ai écrit, en dehors de la maison de Sophie bien sûr, La légende de l'homme forêt, avec des illustrations. Donc, il y avait des petits dessins là, et à chaque fois ma petite fille me demandait, mais ces dessins c'était quoi papa? Essaye un peu de nous dire de quoi il s'agit. Là on voyait un petit garçon à la forêt avec une petite fille métisse. Il disait non, la petite fille là c'est toi, et le petit garçon là c'est ton frère. D'accord. Elle était très contente. Alors c'est un livre que nous recommandons bien évidemment à tous nos auditeurs. Batanga, c'est un livre qu'on a pris beaucoup de plaisir. Il y a des livres, il y a livres et livres, on prend beaucoup de plaisir à le lire particulièrement. Vous-même à votre niveau, est-ce que vous êtes satisfait du résultat final? Est-ce que si vous avez encore du temps, s'il fallait le réécrire, est-ce qu'il y a des aspects à enlever ou à ajouter? Non, je ne pense pas. Je pense que je suis assez satisfait du travail de l'éditeur aussi, de mon propre travail. Ouais. Je pense que le juge, c'est le lecteur. Ouais. Donc moi, je demande à tous ceux qui vont acheter ce livre de le lire et peut-être de me contacter après. De le lire effectivement. Et on va en discuter. Et justement, parlant de contact, vous avez un numéro de téléphone, on ne sait jamais, hein, vous pouvez le communiquer si ça ne vous dérange pas, au cas contraire. Non, ça ne me dérange pas. Oui. Le 6 99 63 17 97. Vous reprenez le numéro 699 63 17 97. Donc vous pouvez me contacter à ce numéro. Pour éventuellement avoir des discussions sur le livre, pour avoir même, oui, des échanges. Même pour avoir le livre même aussi. Oui. Alors, Edouard Eungé, on tire bientôt à la fin de l'émission. Quel est le dernier mot aujourd'hui? Quel est le dernier mot au terme de cette émission? Est-ce qu'il y a un aspect du livre qu'on aurait peut-être souhaité, ou alors que vous auriez souhaité qu'on soulève et qu'on ne l'a pas fait? Je pense qu'on a quand même fait le tour. Mais je dirais simplement que moi, tous les 9 mai à Kribi, les Batanga célèbrent leur fête traditionnelle. Cette fête-là est liée à cette triste histoire. Alors, très peu de gens le savent peut-être. Certains sont un jour allés à Kribi un 9 mai. Ils ont vu les Batanga en train de danser dans les rues, avec des pirogues, avec des pannes traditionnelles. Ils n'ont pas osé poser la question, mais pourquoi est-ce que ces gens dansent? Et souvent pour se commémorer la douloureuse histoire que nos ancêtres ont vécue pendant la Première Guerre mondiale. Alors moi, en écrivant ce livre, j'avais ce but-là, de satisfaire tout le monde, pas seulement les Batanga peut-être, mais les tribus environnantes, les Camerounais, de s'appréhender ce qui s'est réellement passé pendant la Première Guerre mondiale. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis assez satisfait. Et je leur demande vraiment d'acheter ce livre. Vous l'avez dit, c'est un livre historique, c'est un livre témoignage, c'est un livre mémoire. En fait, c'est un très bon livre. Edouard Eungé, on va simplement vous remercier d'être passé ici à Royal FM durant votre séjour à Yaoundé. Et on espère que votre retour à Douala va très bien se passer. C'est moi qui vous remercie. Le retour, c'est quand même pour bientôt. Oui, c'est pour samedi. Pour samedi. Du moins, pour le temps qu'il vous reste encore à passer à Yaoundé, passez un très bon séjour. Vous profitez des spécialités locales, on espère bien. Tout à fait. Bien, merci à vous. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté le Point littéraire édition de ce 13 août, bien évidemment. On vous rejoint jeudi prochain lorsqu'il sera 21h. Nous avons bénéficié pour la réalisation de cette émission de la collaboration de Annie Lisette Ambassa, la voix off que vous avez écoutée pour le classique littéraire. La mise en onde était assurée par Romia Lekoumet, cadrage vidéo et aussi régie d'antenne, Carole Prudence Tientieux, coordination centrale,
Roger Kiek de Kiki, supervision générale, le reverend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, Jean-Jacques Foucault, c'est mon nom. Mesdames et messieurs, bonne soirée à vous.